La première chose que vous remarquez, c'était le silence. Le bruit joyeux d'un barbecue de banlieue, la musique, les rires et le grésillement des grillades avaient été étouffés par le ronronnement grave et autoritaire des moteurs tournant au ralenti. Sur la pelouse impeccable de mes parents, des hommes en costumes sombres se déplaçaient avec une détermination qui semblait étrangère à ce monde de clôtures blanches. Ils ont formé un périmètre, balayant du regard les voisins perplexes, qui jetaient un œil derrière leurs rideaux. Un cortège complet de voitures des services secrets était garé dans la rue, une ligne de métal noir qui avait effacé toute trace de normalité. Je suis sortie calmement de la maison avec mon sac de voyage, le visage impassible. L'agent en chef m'a accueilli sur l'allée, sa voix résonnant dans mon oreillette avant qu'il ne se tourne vers moi. Il m'a parlé avec une déférence que ma famille ne m'avait jamais accordée. « Dr. Reed, Air Force One vous attend ?» J'ai jeté un coup d'œil vers le porche. Ma sœur, Megan, était figée, un verre de vin à moitié vide à la main, la bouche légèrement ouverte. Le sourire confiant qu'elle arborait quelques instants auparavant avait disparu, remplacé par un masque de pure incompréhension. Elle m'avait vue, mais pour la première fois de sa vie, elle n'avait aucune idée de qui elle avait devant elle. 1 heure plus tôt, j'étais dans la cuisine de mes parents, essayant de me rendre invisible. Ma sœur Megan, une agente immobilière brillante et prospère, qui croyait que la valeur d'une personne se mesurait à son contrat de vente, tenait salon. Elle m'a fait signe d'un geste dédaigneux de la main, alors que j'essayais de lire discrètement un message important sur mon téléphone sécurisé. Et voici ma petite sœur. « Et Eve ?» a-t-elle annoncé à un cercle d'amis de la famille qui hochaient la tête. Elle joue toujours à la soldate à Washington. Honnêtement, je pense que son travail consiste principalement à porter des mallettes pour des membres du Congrès. Un travail en uniforme sans avenir après toutes ses études. Les sourires familiers et compatissants des invités m'ont submergée. J'ai senti le poids familier et la sang s'installer dans mon estomac. Ce n'était que la dernière entrée dans le registre interne que je n'avais jamais demandé, mais que j'avais toujours tenue. Chaque réussite ignorée, chaque tape condescendante sur la tête. Chaque fois que ma vie était comparée à la sienne et trouvée insuffisante, j'ai essayé de me concentrer sur les mots cryptés qui s'affichaient sur mon écran, des mots qui pouvaient changer la dynamique mondiale, mais la voix de Megan était un bruit aigu et grinçant qui m'empêchait de réfléchir. Mon téléphone vibra à nouveau. Une vibration aiguë et sans appel contre ma paume. Une situation critique s'était aggravée. Ce n'était plus seulement une insulte, c'était un handicap. Le rire de Megan résonnait dans la cuisine. Elle pensait juste me lancer une autre pique bien rodée sur mon hobby en uniforme. Elle n'avait aucune idée qu'elle se moquait de moi, au moment même où j'étais chargée d'assurer la continuité du gouvernement des États-Unis. Pour comprendre pourquoi un avion présidentiel avait été envoyé dans cette rue tranquille de banlieue, il fallait connaître les 2 vies que je menais. Il fallait connaître les 2 identités que j'avais pour comprendre les 2 vies que je menais. Eve était le nom que ma famille m'avait donné. Et il semblait rétrécir d'année en année. J'étais connue sous le nom de Dr. Reed par l'élite du pays, un titre que j'avais obtenu après 10 ans de service dévoué dont ils ignoraient tout. Jusqu'à ce jour, ces 2 mondes n'avaient jamais interagi. Les choses visibles constituaient le fondement de l'univers de ma famille, des choses dont on pouvait se vanter lors de dîners. Il y a environ 1 an, un incident a parfaitement illustré notre alchimie, et je m'en souviens encore. Nous étions dans un restaurant hors de prix pour fêter la dernière réussite de Megan, une énorme transaction immobilière qui lui avait rapporté une commission avec un nombre incroyable de zéros. Mes parents sont des gens formidables, mais ils étaient complètement fascinés par la réussite financière de Megan, et j'ai donc dû les écouter louer son instinct de tueuse et son dynamisme imparable. La joie rayonnante de mon père était sans précédent depuis que j'avais remporté le concours de sciences au collège, et le champagne coulait à flots. Il ne considérait pas mon travail secret comme un service, mais plutôt comme une période étrange et déroutante qui m'empêchait de commencer une vie aussi glamour que celle de Megan. J'ai évoqué le fait que j'avais été désignée auteur principal du nouveau rapport d'évaluation des menaces de l'OTAN afin d'établir un lien, même s'il me caressait la main. Le regard de mon père revenait sans cesse vers Megan. Il m'a répondu avec son habituel « C'est bien, ma chérie », d'un ton apaisant. Comme je le disais, avez-vous vu le chèque de commission que Megan a ramené à la maison ? J'ai tourné une autre page du registre interne que je tenais. Il ne s'agissait pas seulement des compliments qu'elle recevait.
Il s'agissait du doctorat dont il ne parlait presque jamais, des habilitations de sécurité dont il se moquait et des années de travail acharné et de dévouement qu'il ne voyait pas parce qu'elles n'étaient ni monétaires ni matérielles. Il ne voyait en moi qu'Evie, l'éternelle étudiante qui s'intéressait bizarrement à la politique, comparer cela à mon autre réalité, où régnait un silence parfait, sans champagne ni adulation bruyante. Imaginez un tunnel menant aux profondeurs de la Maison-Blanche, vers une salle de briefing insonorisée, où le poids de l'événement pèse dans l'air. Ici, seuls les principaux responsables sont présents, mon supérieur hiérarchique direct, le secrétaire à la Défense et le conseiller à la Sécurité nationale. Pas de famille, pas d'amis. Ici, je n'étais pas Evie. En tant que l'un des 5 assistants militaires du président, le Dr Reed et moi étions responsables de la garde et du transport de la mallette présidentielle d'urgence, également connue sous le nom de football nucléaire, un sac de 20 kilos. Mes remarques avaient un poids différent dans cet environnement. Je me tenais devant eux, montrant du doigt un écran géant qui affichait un flux de données cryptées. Excusez-moi. Mais les données télémétriques provenant de l'avant-poste Kilo n'indiquent pas de dysfonctionnement du système. Ai-je déclaré d'une voix ferme et claire : « Messieurs, je dois vous informer de la situation. Il s'agit d'une attaque électronique ciblée. Le délai pour réagir est presque écoulé. Je recommande de transférer immédiatement le président vers un centre de commandement mobile sécurisé. » Il n'y eut ni discussion ni tape amicale sur l'épaule. Ceux qui savaient ce qui était en jeu restèrent complètement silencieux. Le directeur du bureau militaire de la Maison-Blanche, le général Davis, un homme sévère et pragmatique qui reconnaissait mon génie analytique et avait une confiance totale en mon jugement, était mon meilleur ami. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Ces quelques mots d'encouragement valaient plus que n'importe quelle médaille, et sa force tranquille était plus puissante que les déclarations des autres. Il jeta un coup d'œil aux chiffres, puis vers moi, et acquiesça rapidement. Il dit ensuite à tout le monde dans la pièce : « Je suis d'accord avec le Dr Reed. Lancez le protocole. À ce moment précis, mes modestes compétences ont peut-être empêché une catastrophe mondiale, un secret que mes proches ne connaîtront jamais. J'étais censée gérer cette rupture toute seule. Ma mère était le genre de personne qui privilégiait l'harmonie familiale à la justice personnelle, et je n'oublierai jamais notre conversation téléphonique. J'avais tenté de lui expliquer la douleur que m'avait causée son expulsion quelques semaines après le briefing de l'OTAN. Elle m'avait répondu quelque chose comme « Eve », d'une voix réconfortante. « Tu sais bien que ta sœur ne le pense pas. Sa vie est tellement exposée. Elle est fière, et nous sommes fiers d'elle. Tu devrais être heureuse pour elle. » Je me suis sentie obligée de prendre sur moi et de me montrer plus mature, de renoncer à ma propre réalité pour que Megan puisse vivre une vie plus légère et plus épanouie. Les bouleversements émotionnels dans ma famille étaient comme un amortisseur. Ils frappaient tout le monde de plein fouet. J'ai donc fini par m'adapter à ce paradoxe. Pendant que mes parents l'acclamaient, dans une autre réalité, ma sœur exhibait sa nouvelle montre de luxe dans un restaurant chic. Dans l'autre réalité, j'étais vêtue de mon uniforme d'officier immaculé, inspectant les scellés d'une valise qui contenait les moyens réels de provoquer la fin du monde. Le succès de ma sœur se mesurait en carats. En tant qu'héritier d'une civilisation paisible, le mien se mesurait à l'existence pacifique et continue des gens. J'avais longtemps accepté cette déconnexion. La réalité était trop compliquée pour ma famille. Alors j'avais inventé une histoire à propos d'Ivy, l'employé du gouvernement. Quoi qu'il en soit, leur histoire ce jour-là dans la cuisine était plus que simplement blessante. Cela m'empêchait de faire mon travail. Le statut et le spectacle étaient tout ce qu'ils comprenaient. Très bien, le moment était venu pour eux de vivre un spectacle inoubliable. Alors j'ai pris la décision. J'ai senti un changement en moi. Je ressentais encore la vieille douleur dans ma poitrine. La piqûre de l'insulte de Megan. Cependant, mon mécanisme d'ajustement d'urgence est intervenu et a pris le dessus. Une clarté détachée et professionnelle a brusquement remplacé la lassitude émotionnelle. L'attention s'est déplacée de la famille vers le problème logistique à résoudre. Mon objectif était de remplir ma mission, pas de me venger. Le transfert rapide d'une zone civile dangereuse vers une piste d'atterrissage militaire protégée était une partie importante de ma mission. La meilleure approche, et la plus sûre, était d'engager une procédure officielle ouverte. La conséquence inévitable de l'exécution de ce protocole dans le jardin de mes parents était tout ce qui était vraiment nécessaire.
Je m'éloignai de la cuisinière et les laissai à leur gaieté. Je ne fis ni éclat ni cri. Le léger parfum des roses contrastait étrangement avec le sérieux de ma mission, alors je sortis par la porte arrière et me rendis dans le jardin, les bruits de la fête étouffés. Je découvris un endroit paisible derrière un grand chêne. Je sortis mon téléphone crypté et passai un appel crypté. Mon ton était celui d'un professionnel donnant un ordre. Il était froid et impersonnel. Tour de contrôle. Ici Olympus, dis-je d'un ton calme. J'ai reçu une directive COG7. Je demande officiellement une extraction par Skyhook. Confirmé. La réponse à l'autre bout fut rapide et laconique. Je me trouve dans une zone civile non sécurisée, coordonnée 4-7 alpha. Même si l'appel n'a duré que 15 secondes, j'ai réussi à déclencher une réaction en chaîne imparable pendant ce laps de temps. Il était impossible de refuser une demande d'évacuation par Skyhook. Il s'agissait d'une réaction officielle de haut niveau en matière de sécurité qui ne reposait pas sur un jugement. Dès que j'ai donné mon indicatif, le général Davis a été informé. Il n'avait pas été engagé pour m'aider à régler mes comptes, mais pour garantir la sécurité totale d'un agent de premier plan. Les règles étaient strictes. En conséquence, la police locale a reçu l'ordre de boucler immédiatement le quartier. Une équipe complète des services secrets a été dépêchée pour assurer le transport terrestre et l'avion présidentiel le plus proche pouvait être redirigé si nécessaire. Tout cela était évident pour moi. J'étais conscient de l'impression que cela donnerait au public si je choisissais l'option la plus efficace, le visage impassible. Je suis retournée à l'intérieur. À l'extérieur, tout commençait à réagir à mes ordres, mais à l'intérieur, ma famille se disputait à propos de quelque chose de complètement insignifiant. Ce qu'on allait regarder à la télévision plus tard, je montais discrètement à l'étage et me dirigeais vers ma chambre d'enfant, où j'avais caché mon sac d'urgence. Je devais être prêt à tout moment. Après être descendu, j'attendais à la porte qu'ils arrêtent de se disputer. Un simple « je dois partir travailler » fut tout ce que je pus dire. Megan ricana en disant « mon moyen de transport est en route ». Ils rirent tous et retournèrent à leur verre de vin quand quelqu'un dit « laisse-moi deviner, ton Uber a une sirène ». Ils ne savaient pas que l'autoroute avait déjà été fermée à 3 km de là en raison d'un cortège fédéral dont mon moyen de transport faisait partie. Les règles de mon travail sans avenir allaient leur être révélées. Une sirène solitaire au loin fut la première à se faire entendre. « C'est la circulation du week-end », dit mon père en agitant la main d'un air dédaigneux. Cependant, une deuxième sirène se joignit bientôt à la première, celle-ci plus proche, puis une troisième se joignit à elle en harmonie dans l'autre direction. Un silence tendu s'installa, remplaçant les conversations animées du barbecue. Les bruits lointains étaient audibles en quelques minutes. 2 véhicules de police de notre quartier ont bloqué notre paisible rue de banlieue, gyrophares allumés mais sirènes éteintes. La fête était finie, alors que 3 Suburban noirs rutilants et 2 voitures s'arrêtaient de manière impeccable et coordonnée juste devant la maison de mes parents. Les invités regardaient par la fenêtre, leur verre de vin à moitié plein. Cela ressemblait à une scène de film dans laquelle ma famille n'avait aucun rôle, tant l'image était étrange et déplacée. Puis les portes se sont ouvertes, pas de manière agressive, mais avec une détermination inquiétante. Des hommes en costume noir et équipés d'oreillettes sont sortis. Personne n'a sonné à la porte. Ils ont gardé leur identité secrète, avec une efficacité fascinante et impressionnante. Ils se sont simplement déplacés pour encercler la propriété. En sortant sur le porche, mon père, habitué à être le souverain incontesté de son royaume, avait un masque de rage sur le visage. Un mur humain se dressait entre lui et la réponse qu'il cherchait alors qu'il s'apprêtait à protester, sans crier. L'un des agents s'adressa à lui d'un ton qui ressemblait plus à une déclaration de fait qu'à une demande. « Monsieur, je vous prie de bien vouloir vous retirer dans votre résidence », dit l'agent, le regard fixé sur la rue. Mon père fut complètement déconcerté lorsque je lui dis « Nous avons un bien sécurisé à déplacer ». Le terme « bien sécurisé » résonnait dans mon esprit. Un homme dont toute l'existence reposait sur sa connaissance des règles venait de se heurter à un ensemble de réglementations dont il ignorait complètement l'existence. Il avait perdu toute autorité et était désormais réduit au statut de simple citoyen, incapable de faire quoi que ce soit. Je le sentis alors, ma sacoche fermement serrée dans ma main. Je sortis d'un pas décidé. Je devins le centre de l'attention alors que la dynamique de la scène changeait.
J'étais le pivot. Après avoir parlé avec mon père, l'agent en chef abandonna ma famille et vint à ma rencontre sur le trottoir. Il était déterminé à m'avoir, me fixant droit dans les yeux. Les voisins et les visiteurs étaient déconcertés, mais ils ne les voyaient pas. Ils ne voyaient personne d'autre que moi, ma famille, qui se trouvait sous le porche, pouvait entendre chaque mot terrible qu'il prononçait, car il parlait très fort. Dr. Reed, nous sommes en sécurité, dit-il enfin. Le général Davis vous salue. Le plan de vol est enregistré. Décollage dans 10 minutes. Depuis la véranda, je pouvais entendre un murmure assez faible. Le prénom de ma sœur était Dr. Reed. Le titre officiel, qu'elle n'utilisait jamais, fut la première fissure dans sa perception de la réalité. Elle nous regardait, ma sœur Evie et moi, essayant de comprendre ce que signifiaient ces hommes armés, ce cortège de voitures et cette révérence absurde qui se déroulait devant elle. Plus tard, nous avons pris conscience de son existence. Cela a commencé par une légère vibration qui a secoué nos pieds, puis s'est transformé en un rugissement audible. Tout le monde dans la rue inclina la tête. Le célèbre Boeing VC-25A bleu et blanc, souvent appelé Air Force One, glissait doucement dans le ciel, ses phares allumés. Ni l'éclairage ni la possibilité d'une erreur d'identification n'avaient joué un rôle. C'était bien lui. Il était là. Sa destination était le petit aéroport municipal situé à quelques kilomètres de là, un aéroport qui se préparait immédiatement à mon arrivée en bouclant toutes les zones. Tout ce que ma famille savait de l'univers fut bouleversé par cette vision, si profonde, si incompréhensible dans un ciel de banlieue. L'agent en chef m'aida à monter dans la suburban principale en ouvrant la porte épaisse. Megan retrouva sa voix juste au moment où j'allais entrer. Le son d'un monde qui s'écroulait sur lui-même pouvait être entendu dans son cri frénétique et désorienté. Ses yeux suppliants révélaient une peur que je n'avais jamais vue auparavant. « Qu'est-ce que c'est ?» Ils étaient écarquillés de panique. J'ai arrêté ce que je faisais et je me suis tournée vers elle, la regardant intensément pour la première fois de la journée. Que se passe-t-il ? J'avais perdu toute envie de victoire et toute rage. Le silence et la certitude absolue de la vérité étaient les seuls sons perceptibles. C'est mon travail. Megan, dis-je en élevant la voix pour insister. Celui dont tu m'as parlé était une impasse. Je montai dans la voiture et, alors que la lourde portière se refermait derrière moi, j'entendis l'agent communiquer avec son poignet pour la dernière fois, leur donnant un élément supplémentaire à prendre en compte dans le silence qui suivit. Elle avait passé sa vie à créer un monde où elle était le soleil, et maintenant elle nous disait « Olympus est en sécurité dans le véhicule, nous sommes en route pour rejoindre l'avion. En moins de 5 minutes, des représentants du gouvernement américain étaient venus lui prouver qu'elle n'était même pas sur mon radar. J'imaginais la scène que je laissais derrière moi alors que le suburban noir s'engageait sans effort sur l'autoroute, abandonnant mon ancienne existence. En un clin d'œil, le cortège se disperserait. Les sirènes se tairont et le seul son qui restera sera le silence profond et oppressant. Au bout d'un moment, les voisins perplexes rentreront chez eux, où ils discuteront à voix basse de la journée où les autorités se sont présentées dans notre rue paisible. Les invités du barbecue trouveront rapidement des justifications embarrassantes et partiront, prêts à s'éloigner de cette atmosphère inhabituelle et pesante. Et mes proches, ils seraient restés seuls sur la pelouse, leur vision du monde en miettes. Les hamburgers à moitié mangés dans leurs assiettes en carton et la glace dans les glacières abandonnées auraient semblé être des vestiges d'une vie passée, une vie qui venait de s'achever. Les chèques de commission, les éloges et l'opinion publique étaient les principes fondamentaux et évidents sur lesquels reposait leur univers. Je venais de leur révéler une vérité infinie, invisible et universelle. Je ne me sentais plus obligée de leur servir de point d'ancrage, puisqu'ils dérivaient sans but, alors que j'étais arrachée à ma jeunesse insouciante et plongée dans la dure réalité de mes fonctions. Le seul bruit était le doux ronronnement du moteur. Enfin, avec gratitude, le livre de compte interne était clos. Il avait été alourdi par 1000 petites blessures et 1 million de cas de négligence. Le décompte final avait été calculé. Les événements de cette journée semblaient s'être déroulés il y a une éternité lorsque, 2 mois plus tard, je survolais l'Atlantique à 35 000 pieds d'altitude. Ici, dans la cabine de commandement d'Air Force One, je me sentais plus chez moi que je ne l'avais jamais été dans la maison de mes parents, debout devant un écran géant affichant une carte satellite détaillée.
J'ai informé le conseiller à la sécurité nationale et le chef de cabinet du président de l'évolution de la situation, vêtu de mon uniforme officiel. Mon analyse était juste et ma voix restait ferme. Dans ce cas, mon autorité était acceptée plutôt que contestée. Être compétent était une évidence. C'était la norme. Ma nouvelle famille était composée du personnel de sécurité qui gardait l'entrée, des analystes politiques qui partageaient que nos scénarios cauchemardesques, et des pilotes et des agents de bord qui faisaient fonctionner ce merveilleux appareil. Ce n'était pas une famille liée par le sang ou par obligation, mais plutôt unie par quelque chose de bien plus fort. Un profond respect mutuel tacite et un sentiment de responsabilité partagée. Nous contribuions tous à une cause bien plus grande. Je ressentais un sentiment d'appartenance à cette cause commune que même les barbecues en famille ne pouvaient égaler, grâce à la routine que je m'étais imposée, faite de calme et de service. C'était désormais ma normalité, et c'était idéal. Un léger bourdonnement provenait de la table à côté de moi pendant le briefing, interrompant ma lecture d'une pile de papier. Ce téléphone m'appartenait. Je l'utilisais presque exclusivement comme un lien avec mon passé. Un message de Megan apparut à l'écran. Les phrases semblaient écrites avec une hésitation que je ne lui connaissais pas, alors je pris le téléphone et les lus. Le message commençait par « Eve », puis continuait. « Je suis désolée, je ne savais pas, on peut en parler quand tu rentres ». Je fixais le message, captivée par ces excuses que j'aurais tout donné pour entendre auparavant. Un sentiment écrasant de victoire et de satisfaction douce amère aurait envahi le jeune homme que j'étais. Mais maintenant, il y avait une subtile distance, la conscience que le message était arrivé trop tard et une acceptation sereine de cette réalité. Aucun des deux ne pouvait m'apporter la confirmation que j'avais tant attendue, le poids du classeur sur mes genoux, la confiance que les dirigeants m'accordaient et la certitude apaisante que ma valeur ne dépendait pas du regard des autres, mais de mes actions. Tout cela contribuait à cette sérénité. J'avais tourné la page et je n'avais pas besoin de ces excuses pour réparer les choses. Dès que l'écran est devenu noir, j'ai posé le téléphone à l'envers sur la table. Mon objectif était plus important que le message. Après avoir ressenti un profond sentiment de calme m'envahir, j'ai recentré mes efforts sur la carte satellite et la question à traiter. La belle courbure de la Terre se détachant sur l'obscurité de l'espace est ce que j'ai vu plus tard en regardant par le hublot de l'avion présidentiel. C'était l'immensité de ma mission. Plutôt que les limites du monde étroit de ma famille, qui me définissaient, et j'étais enfin libre. Pour ma sœur, tout était question de mètres carrés et de frais de clôture. La sécurité d'un pays était l'étalon à l'aune duquel mon travail en uniforme sans avenir jugeait mes performances. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà dû prouver votre valeur à quelqu'un qui refusait de la voir. Votre compétence sera toujours reconnue au sein de cette communauté.